Sur l'île d'Ungunya, dans l'archipel de Zanzibar, le rêve flirte avec la réalité. Grève de sable blanc, fin comme le plâtre, lagon transparent, coloré par un ballet de femmes qui magnifie cette carte postale idyllique. Si vous allez un jour dans ce coin de paradis, vous croiserez sans doute leur regard. Tenterez peut-être même, le temps d'un court échange, de mieux les connaître et ainsi de vivre une expérience unique, celle de Zanzibar au féminin. L'histoire de Zanzibar est marquée par un fort brassage culturel et démographique. Swahili, arabe, perse, omanais, portugais et britannique feront que sa situation actuelle est encore aujourd'hui la conséquence du passé, fortement marqué par les échanges commerciaux et sa colonisation. Colonisation qui se traduira par le commerce d'esclaves depuis l'Empire omanais et qui prendra véritablement fin en 1964 seulement. C'est en 1698 que Zanzibar passe sous le contrôle du sultanat d'Oman. Quelques décennies plus tard, le sultanat encouragera le développement de plantations de girofliers avec l'aide d'esclaves. La culture du clou de girofle y est tellement importante que l'importation de main-d'œuvre prendra un essor considérable pour répondre à ce juteux commerce. Zanzibar entre alors dans une période où l'économie est tournée vers le commerce d'esclaves et l'île devient l'une des principales routes du commerce négrier en Afrique orientale. Et l'archipel fut probablement le dernier marché officiel d'esclaves dans le monde. C'est finalement en juin 1873 que fut signé un traité entre Zanzibar et l'Angleterre pour la complète abolition de l'esclavage. L'esclavagisme étant illégal, les prix des esclaves flambèrent et le trafic d'esclaves continua de manière clandestine. La révolution de 1964 mettra définitivement fin à 200 années de domination d'une élite arabophone. Ne sachant pas vraiment comment assumer cette liberté nouvelle, les Zanzibarites continueront à cultiver la terre de Zanzibar, que l'on surnomme désormais l'île aux épices. Vous savez qu'avec les clous de girofle, on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, on peut fabriquer des savons, des huiles de massage. On s'en sert aussi beaucoup en médecine pour calmer les maux de dents. Et puis, ces dernières années, c'est aussi un endroit très visité par les étrangers. Le travail que nous faisons ici ne se passe plus comme avant. Nous ne sommes plus les esclaves comme par le passé. Maintenant, c'est nous, les Zanzibarites, qui gérons l'activité avec le soutien de notre gouvernement. C'est notre travail. Auparavant, la vie était vraiment très dure par rapport à celle d'aujourd'hui. À l'époque de mes parents, au temps des colonies, la vie était vraiment terrible. Mais depuis l'indépendance du pays, nous sommes totalement libres. Moi, par exemple, je suis née en 1964, l'année de la Révolution. Mais avant cette époque, personne ne pouvait venir librement faire ce que je fais aujourd'hui ici. Il n'y avait que les colonies, les Arabes qui avaient le droit d'exploiter la terre. Donc aujourd'hui, nous sommes libres et c'est une chance incroyable. Cette liberté, durement acquise, les femmes de Zanzibar en sont encore aujourd'hui la preuve vivante.
Au sud-est de l'île, le petit village de Jambiani illustre à lui seul ce vent de liberté. Fait surprenant, on y croise peu d'hommes. Femmes et enfants, tout sourire aux lèvres, évoluent désormais avec le contact quasi permanent de touristes venus du monde entier, mais aussi et surtout à leur rythme. À Jambiani, on semble s'occuper comme on peut, car les richesses produites par les activités touristiques de l'île profitent guère aux villageois. Il faut dire que l'arrivée de ces étrangers est encore relativement naissante et les Zanzibarites ne semblent pas avoir trouvé leur place dans ce nouvel espace. Alors, les femmes de Jambiani choisissent d'autres voies. En fait, elles prennent tout simplement le temps de vivre, ce qui leur était interdit il y a peu. La dureté de l'ancien temps avait contraint les Zanzibarites à l'autosuffisance et pour ce faire, à développer un travail manuel vital à leur survie que l'on nomme aujourd'hui artisanat. Cet art de vivre fait toujours partie du quotidien des femmes. C'est un mode de vie et c'est celui qui rythme la journée de Radija. À mon réveil, je commence toujours ma journée par faire un peu de ménage dans ma maison. Ensuite, je fais la vaisselle et quand tout ça est terminé, je vais dans le lagon pour cultiver les algues. Quand mon travail dans les champs d'algues est terminé, je me lave et après, je me pose ici pour fabriquer des chapeaux. Plus tard, le soleil commence à tomber et c'est le moment d'aller dans la cuisine pour préparer le repas. La vie de Radija et de ses amis est très surprenante. Elle semble faire fi de la vie 5 étoiles qui les entoure. À Zanzibar, la plage de leur village est en effet classée hors catégorie par les étrangers. À marée haute, elle peut être investie par les touristes venus admirer ces eaux translucides. Mais c'est à marée basse que l'on découvre ce qui a changé le quotidien de ces femmes. C'est à cet instant que le ballet peut commencer. Des dizaines de femmes vont et viennent, s'accroupissent pour bricoler on ne sait quoi dans le lagon. Et puis, la marée continue de lever un peu plus le rideau pour laisser place à un vaste champ parsemé de piquets cordés d'algues. Alors, chaque jour depuis plus de 15 ans, la valse des vacanciers alterne avec le chassé-croisé de ces femmes qui vont et viennent sur le sable avec leurs sacs usés et gonflés par les récoltes du jour. Cela ne fait pas très longtemps que nous cultivons les algues. Il y a peut-être 14 ou 15 ans que j'ai commencé ce travail. Pour vous dire, mon fils, il a 14 ans et c'est quand il était tout petit que moi j'ai commencé à cultiver des algues. Les femmes de Zanzibar commencèrent à délaisser les champs de girofliers. Tout a commencé en 1989, avec un chercheur de l'université de Dar es Salaam. À l'affût d'un élan économique pour son pays, la Tanzanie,
il s'est intéressé au marché florissant des algues et à la culture de ces végétaux plus précieux qu'ils n'y paraissent. Certes, la consommation et l'utilisation des algues ne sont pas nouvelles. Il y a environ 14 000 ans, les Indiens d'Amérique du Sud l'utilisaient déjà pour la cuisine et la santé. L'utilisation industrielle est-elle plus récente et croissante? Pour satisfaire les besoins mondiaux, des champs d'algues poussent aux quatre coins du monde, des Philippines au Chili, en passant par l'Afrique du Sud, le Japon ou encore la Bretagne. Les productions alimentent le marché international où les algues peuvent se négocier jusqu'à 600 $ la tonne. À Zanzibar, elles étaient déjà connues, ramassées et vendues aux Européens depuis les années 40, mais l'activité restait confidentielle. En parallèle, l'exportation des épices, moteur de l'économie zanzibarite, tendait à diminuer. Aussi, lorsque les expérimentations ont commencé à donner des résultats positifs, l'archipel a saisi l'opportunité et n'a eu qu'à tendre les bras, ou presque, pour lancer l'activité. C'est à Jambiani que l'on a lancé le projet et Mona Juma fait partie des pionnières. Elle se souvient très bien du jour où une femme venue de Dar es Salaam a présenté ce projet de culture aux femmes du village. Cela ne leur semblait pas compliqué à mettre en place. Il y avait juste besoin de piquets, de bois et de cordes. Pour le reste, les ressources naturelles du lagon étaient là. La culture de l'algue rouge au nom scientifique de Spinosome s'est faite sans difficulté et a changé le destin de Mona Juma. Chez nous, à Jambiani, sur l'île de Zanzibar, la culture des algues, c'est vraiment très important. Parce que les femmes sont assez pauvres et dans nos villages, nous n'avons pas beaucoup d'activités. Donc aujourd'hui, je peux dire que la culture de l'algue occupe une grande place dans notre quotidien et dans nos foyers. Ça fait maintenant bientôt 20 ans que je travaille dans ces champs. J'ai aujourd'hui 4 enfants, 3 filles et un garçon. Tout le monde va à l'école et ce métier m'aide beaucoup pour acheter des affaires pour toute la famille. Mais aussi, si quelqu'un tombe malade, eh bien, c'est grâce à mon travail dans les champs d'algues que l'on pourra l'amener se faire soigner à l'hôpital. Le bénéfice financier que les femmes de Jambiani tirent de la culture de l'algue n'est pas le seul avantage. Le second est celui lié à l'impact que cette activité a montré sur l'environnement. Rien n'était vraiment prévu, mais des observations scientifiques démontrent qu'aujourd'hui, l'élevage d'algues marines est la meilleure façon de protéger et même de régénérer les récifs coralliens longtemps mis à mal par des pratiques de pêche non respectueuses de ce milieu marin protecteur. Dès que ces agricultrices ont remarqué la façon dont les algues marines amélioraient la qualité des coraux et en déclenchaient même la repousse, elles ont compris l'importance stratégique des coraux qui protègent leurs algues marines de la pression constante des marées. Ainsi, les cultivatrices d'algues marines elles-mêmes ont commencé à faire la guerre aux pêcheurs qui continuaient leur activité illégale de pêche à l'acide. Les pêcheuses, désormais cultivatrices, sont devenues de meilleurs anges gardiens des récifs coralliens que les patrouilles d'organisations environnementales.
Et c'est un fait. Protéger la nature quand la population locale ne possède ni emploi ni revenus est impossible. La protection environnementale et la génération de revenus doivent marcher main dans la main. C'est pour cette raison que la réintroduction des algues marines désormais cultivées dans des fermes d'élevage se révèle être une idée de génie. Là, je suis en train de préparer les algues pour les vendre. Et tel que vous les voyez, c'est presque prêt. Le séchage est plus ou moins long en fonction de la pluie et du soleil. Car quand il pleut, le séchage peut prendre jusqu'à 5 jours. Ici, les algues poussent toute l'année. Mais quand il y a beaucoup de soleil, ça ne pousse pas très bien. Alors que pendant la saison des pluies, ça pousse très bien. Bien sûr, je ne suis pas toute seule à faire ce travail. Il y a plein de femmes qui font la même chose. Et c'est vrai qu'auparavant, il y avait aussi des hommes, mais aujourd'hui, ils ne le font plus. Ils font d'autres choses. En réalité, les hommes se sont montrés trop impatients pour s'investir dans un projet à long terme. Ils auraient été à peine 10% de la population masculine à suivre les femmes. Mais très vite, ils se sont effacés. Ils n'auraient retenu du projet que les côtés négatifs, c'est-à-dire les aléas climatiques, mais aussi économiques qui pouvaient mettre à mal leurs investissements. Ils n'ont pas voulu prendre de risques et ont laissé aux femmes le soin d'apprendre, de planter, puis de cultiver cette pépite aquatique, préférant, eux, s'accrocher à leurs activités de pêche. Pour ces femmes, les végétaux aquatiques leur sont apparus dans un premier temps comme insignifiants. La tâche paraissait simple, bien que fort déplaisante, et ils constituent aujourd'hui un véritable trésor. Les déconvenues sont encore nombreuses, la nature est puissante et ne manque pas une occasion de le rappeler. Quand la mer est agitée, quand il y a de grosses vagues, il nous arrive de revenir dans nos champs. Il n'y a plus rien. Tout a été emporté. C'est pour cette raison qu'il faut très bien fixer les piquets dans le sable, pour qu'ils ne soient pas arrachés par les grosses vagues. Et puis il faut aussi bien serrer les cordes, parce que si ce n'est pas le cas, ça peut être une catastrophe.
Un piquet peut tenir jusqu'à 6 mois. Après, il commence à pourrir à cause de l'eau salée. Donc ce sont les cordes qui durent le plus longtemps. Les cordes, elles, peuvent tenir jusqu'à 1 an. Là, tu vois celui-là, il tient bien. Voilà, regarde. Tu vois là, on voit la différence quand il est dans le sable et qu'il commence à pourrir. C'est bizarre, mais c'est la partie se trouvant dans le sable qui pourrit le plus vite. Vraiment, les piquets, c'est quelque chose de très important dans nos champs. Voilà donc bientôt 20 ans que Mona Djouma travaille dans ces eaux. L'activité a été longue à mettre en place par manque de moyens et d'équipements adaptés qui permet de travailler sans danger dans ce milieu marin. Mais aujourd'hui, elle ne regrette aucun de ses efforts. Elle gagne un salaire, participe aux dépenses du foyer, à l'achat de meubles et de fournitures scolaires, et peut même s'offrir des kangas, ces ensembles du tissu rectangulaire qui habillent les femmes de Zanzibar. Si elles ont su faire face et remporter les nombreux défis, c'est aussi en faisant appel à des savoir-faire autrefois utilisés pour d'autres activités. Les cordes de nylon utilisées dans les champs d'algues ne l'ont pas toujours été. Certes, par manque de moyens financiers, mais aussi parce que les femmes avaient une autre façon de voir les choses. À Jambiani, on fabrique des cordes depuis la nuit des temps, et la matière utilisée les rend particulièrement solides. Utiliser ces liens pour leur nouveau travail leur est apparu comme une évidence. Tout ce que je fais vient de la fibre des noix de coco. On met les noix de coco dans la mer pendant 4 à 5 mois. Ensuite, on les récupère pour tresser des cordes, ici, dans notre village. À marée basse, apparaissent un grand nombre de tas de coromores qui servent à repérer les lieux où est enfouie la matière. C'est en fait l'enveloppe fibreuse de la noix de coco qui est utilisée. À l'extérieur de la noix, sous une enveloppe lisse, de couleur vert clair ou orange, lorsque le fruit n'est pas mûr, tirant sur le brun à maturité. Une épaisse couche de fibres ligneuses entoure la noix et forme une coque sphérique, protégeant l'amande blanchâtre comestible. Après avoir passé au minimum 5 mois en immersion, les fibres sont sommairement lavées avant d'être séchées, triées et battues pour en retirer une fibre longue, dure et rigide qu'il ne reste plus qu'à tresser. Le premier fil est ensuite câblé en 2 brins et mis en écheveau avant d'être lové dans plusieurs longueurs. Les cordes sont alors prêtes à être utilisées ou vendues. À l'aide de ces cordes que je fabrique toute seule, on peut faire des lits, on peut faire des tapis et on les utilise aussi pour construire nos maisons. Dans notre village, il y a plein de femmes qui font la même chose que moi et on fait ce travail depuis très longtemps.
À Jambiani, les hommes vont tous les jours à la pêche, mais aussi quelquefois dans les champs faire un peu d'agriculture. Mais ce sont aussi les hommes qui s'occupent de la construction des maisons. Et ils se servent de nos cordes pour faire tenir le toit. Il est encore difficile de quantifier le volume exact d'algues qui peut être produit par ces femmes. Une chose est sûre, la demande ne faiblit pas. En fait, les algues contiennent des substances gélifiantes qui servent aujourd'hui aux besoins les plus inattendus. L'alimentation, bien sûr, mais aussi la fabrication de dentifrices, d'additifs alimentaires comme les glaces, la charcuterie ou encore les yaourts. Il y a aussi les crèmes de soins pour le corps, les engrais. Et les scientifiques nous annoncent même le biocarburant du futur qui sera produit à base d'algues. À Jambiani, on semble bien loin de toutes ces applications. Ici, on ne la consomme pas. On n'en a jamais fait l'usage pour de quelconques besoins. Et aujourd'hui encore, l'utilisation de ces algues demeure un peu mystérieuse. Les premiers temps, on nous a expliqué ce que l'on faisait avec ces algues. Il y a des gens qui les mangent et qui font la cuisine avec. Il y en a qui fabriquent des savons et même des objets comme avec du plastique et puis plein d'autres choses que je ne connais pas. Il y a une compagnie en ville qui s'appelle Zan Chabosso. Et dans notre village, la compagnie a 3 bureaux qui sont chargés d'acheter et de collecter les algues auprès des femmes. Ensuite, la compagnie emmène tout le stock en ville pour l'exportation en dehors de l'île et beaucoup se fait par bateau. Je m'appelle Zinduna et je suis la responsable de ce bureau. Dans mon village, j'achète les algues de tout le monde. Quand on m'apporte des algues, je dois tout d'abord contrôler la propreté de la marchandise avant de peser le sac. Après avoir évalué le poids, je donne un reçu à la vendeuse. Une fois par mois, la compagnie vient récupérer les algues avec des camions pour les emmener en ville. Et la compagnie paye les femmes en fonction des reçus qu'elles présentent ce jour-là. La quantité que l'on apporte est assez variable. On peut m'apporter 30 kilos, 10 kilos ou même moins, ça dépend. Mais moi, je me concentre sur le poids et pas sur le nombre de sacs ou de personnes. Pour faire ce travail, j'ai reçu une formation et surtout pour faire ce travail, il faut être honnête. En moyenne, les algues sont achetées entre 400 et 600 shillings tanzaniens le kilo, ce qui permet à ces femmes d'obtenir un salaire mensuel d'environ 60 € par mois, tandis qu'un pêcheur traditionnel n'en gagne que 20 à 30. Cela a permis de diminuer la malnutrition dans les villages côtiers, ainsi que l'exode rural des jeunes filles à la recherche de travail.
Mais le plus remarquable est la place que les femmes ont gagnée dans leur foyer. Elles ont même gagné leur indépendance depuis que certaines gagnent plus que leur mari et ne comptent pas en rester là. Moi, j'aimerais beaucoup travailler pour le centre des algues qui se trouve à Paje. On m'a expliqué que les femmes qui travaillent dans ce centre gagnent bien mieux leur vie que nous. Changement de décor. À 1 heure de marche de chez Mayassa, Padjiyé, où plus que jamais le paysage est à couper le souffle. Là-bas au loin, s'étend la barrière de corail, invisible et protectrice, encerclant une eau transparente d'où jaillissent les champs d'algues. Au sol, un sable blanc, crayeux, glisse sous les pas de femmes vêtues non pas du kanga traditionnel, mais d'une tenue de couleur bleue qui ressemble étrangement à un uniforme. Ici, pas de risque de blessure. Les oursins ont déserté l'endroit, car la roche dont ils ont besoin pour s'y établir est absente. Ces femmes font partie des employés du Centre des algues créé tout récemment. En y travaillant, elles sont conscientes de contribuer à l'économie de la région. Et cela les rend fières. D'autant que grâce à ce travail pour lequel elles ont été formées, elles peuvent bénéficier d'un salaire et donc de droits sociaux. Récemment, l'une d'entre elles a pu bénéficier d'un congé maternité, un fait inimaginable il y a encore quelques années. Au Centre des algues sont concentrées plusieurs activités qui composent toute la chaîne de production. Ici, on récolte, on sèche, on pile, et au final, on fabrique des produits cosmétiques. Pour mener à bien cette tâche, l'ingéniosité est de mise. Par exemple, pour sécher les algues, un système efficace a été mis en place. Sous les plaques de verre, les algues peuvent se déshydrater sans être en contact avec le sol. Si la jalousie n'est pas de mise entre ces femmes salariées du Centre des algues, toutes sont conscientes de la chance qu'elles ont. Et pour cause, elles ne sont que 9 à travailler sur place. Il y a beaucoup de femmes qui voudraient être à notre place. Et c'est pas facile. Parce qu'on est tout complet. Donc, quand une femme vient ici pour chercher du travail, il peut arriver que le patron réponde qu'il n'y a plus de place. Les femmes qui cultivent les algues, celles qui sont indépendantes, elles ont un statut différent de nous autres ici. Nous sommes salariés, nous sommes employés par le centre qui nous garantit un salaire, alors que les indépendantes, elles sont seules. Et elles doivent travailler beaucoup pour remplir un seul sac. C'est un travail immense et elles ne perçoivent qu'un petit salaire. Un chemin de longue haleine qui a changé son statut au sein de la société que Pili défend coûte que coûte, alors qu'un nouveau danger menace,
le changement climatique. Ici aussi, le changement climatique a des conséquences sur l'environnement et donc la culture de l'algue. On constate, depuis près de plusieurs décennies, une hausse des températures des eaux et les algues succombent aux effets des eaux plus chaudes. Globalement, les températures dans l'océan Indien occidental ont grimpé de 1 degré Celsius et continuent à augmenter, surtout dans le lagon. Dans le passé, les eaux de surface n'excédaient jamais environ 31 degrés, ce qui est la limite supérieure de la croissance optimale des algues. Et au centre, on a constaté que les températures dans les eaux peu profondes pouvaient maintenant dépasser les 36 degrés. La chaleur crée des conditions idéales pour les maladies des plantes, qui stressent les algues et les rendent vulnérables aux bactéries. Au début, les algues blanchissent aux extrémités. Finalement, elles meurent. Certaines femmes indépendantes estiment perdre pendant les mois les plus chauds près de 80% de leur récolte. La solution serait alors de cultiver dans des eaux plus profondes. Mais voilà, bien souvent, les femmes ne savent pas nager. Au centre des algues, on réfléchit aux solutions comme celle, par exemple, d'une culture en eau profonde à l'aide de filets de pêche. Il y a 3 espèces d'algues. Il y a celles qui sont de couleur verte, il y a celles de couleur rouge, et puis il y a les algues normales. Auparavant, il y avait une espèce qui s'appelait cotonie, mais elle a disparu depuis quelque temps. Mais la couleur ne fait pas la différence. Elles sont pourtant toutes au même tarif. Avant de commencer à travailler ici, j'ai dû suivre une formation. J'ai pris des cours pour apprendre. Quand je me suis présentée pour chercher du travail, le patron a dit qu'il n'y en avait pas. J'ai pris mon mal en patience. Cela n'a pas été facile, j'ai dû attendre un long moment. Et puis un jour, enfin, j'ai reçu un appel. Je suis venue, il m'a montré comment je devais faire. Bref, ce n'est qu'au bout d'1 an que j'ai commencé à travailler. Si la culture des algues est une source de revenus bienfaitrice, le travail, lui, est éprouvant. Les heures passées dans l'eau, courbées ou assises, favorisent l'apparition d'arthrite. Le plus inquiétant est lié à la réverbération du soleil sur ce sable blanc qui brûle les yeux. Le port de lunettes de soleil, encore trop coûteuses, est rarissime. Les quelques femmes à emporter le doivent dans la plupart des cas à la générosité d'un vacancier. Je suis en train de piler les algues que nous cultivons dans le lagon. Et comme elles sont bien sèches, alors c'est le bon moment pour avoir une poudre d'algues de bonne qualité que nous allons utiliser dans nos savons.
Nous allons ensuite vendre ces savons dans les hôtels de la région. Il y a aussi une partie de la production qui est vendue à l'étranger. Et plus récemment, on commence à voir des touristes qui viennent ici, au centre des algues, pour acheter nos produits. Si je porte un chapeau, c'est parce que quand je suis en train de piler les algues, il ne faut pas que mes cheveux tombent dans le mélange. Si un seul cheveu tombe, ce n'est pas bon. Il faut beaucoup d'hygiène. Le chapeau me protège de cela. Dès que quelqu'un entre ici dans notre salle de travail, il doit enlever ses chaussures, car elles peuvent être mouillées ou contenir du sable. Moi, par exemple, quand je viens de piler des algues à l'extérieur, je dois aussi me laver les mains avant de toucher quoi que ce soit dans le laboratoire. Notre travail, nous le prenons très au sérieux, vous savez. C'est notre gagne-pain. Le centre s'ouvre sur le monde et déjà les premiers clients étrangers viennent frapper à sa porte. Les exportations ne sont pas encore légion, mais on œuvre dans ce sens. On estime à plus de 25 000 femmes dans tout l'archipel travaillant dans les champs d'algues. Et les femmes sont bien conscientes qu'il n'y a pas de place pour toutes. Alors, elles s'organisent comme elles le peuvent. Elles se regroupent en associations, créent des coopératives et font face aux imprévus. Une ténacité qui force le respect, tant les épreuves semblent insurmontables.
À Zanzibar, plus de 97% de la population est musulmane. On y pratique l'islam sunnite et la vie est largement influencée par la religion. Rien d'étonnant après avoir traversé près de 2 siècles de colonisation omanaise qui laissèrent derrière eux des traces importantes de leur passage. Pour les femmes, il s'agit là encore de vivre plus librement tout en respectant les codes. Il leur faut trouver un équilibre entre tradition et modernité. Cette communauté, longtemps isolée, s'ouvre désormais au monde extérieur et à ses pratiques. En témoigne le nombre croissant de divorces. Femmes et enfants vivent alors ensemble, à l'abri du regard des hommes. Filles et garçons ont accès à l'éducation et les écoles islamiques apprennent aux enfants à réciter le Coran. J'achète des fois des habits pour mes enfants, pour moi, et aussi du matériel scolaire. Il y a parfois des cotisations pour les madrasas. Et c'est grâce à mon travail que je peux m'en acquitter. Il y a une différence entre avant et maintenant. Parce qu'avant, nous ne cultivions pas les algues. Il n'y avait que la fabrication des cordes et celui des chapeaux. Maintenant, il y a 3 activités, 3 métiers. Nous avons de la chance car grâce à cela, nous gagnons mieux notre vie. À l'image de Khadija, nombreuses sont les femmes à s'engager dans cette voie nouvelle. Elles ont gagné la reconnaissance et surtout le respect de tout le village et petit à petit, les mentalités évoluent. Trop doucement, diront certaines, mais les signes de changement se multiplient et la jeune génération devra s'attacher à ne pas perdre ce que les aînés ont mis en place. Une nouvelle image de la femme. À vrai dire, la vie des femmes de Zanzibar n'est peut-être pas devenue extraordinaire. Mais nombreuses sont celles à avouer que c'est beaucoup mieux qu'auparavant. Elles ont gagné ce que tant d'autres cherchent de par le monde, donner un sens à leur vie. Longtemps privées de liberté, elles ont su saisir l'occasion de réaliser leurs rêves. Oui, désormais à Zanzibar, rêver n'est pas réservé aux simples visiteurs d'un jour. En 1887, déjà, Arthur Rimbaud écrivait ceci. « Peut-être irai-je un jour à Zanzibar, d'où on peut faire de longs voyages en Afrique. » Quel serait son étonnement d'apprendre celui dans lequel Mayassa, Mouetma et tant d'autres se sont aventurés. Zanzibar. À lui tout seul, son nom est déjà un voyage. Sur ce radeau de terre qui aurait comme échoué au large de la Tanzanie, un vent nouveau souffle pour les femmes et nul ne sait où il va les mener. Une chose est sûre, toutes ont bien l'intention de rester maîtresses de leur destin.